Bienvenue au Village des Arts pour ce premier numéro de Scène et Culture, le magazine mensuel de toute l'actu de la culture présenté par la RTS avec la collaboration du ministère de la Culture et de la Communication. Au sommaire. Premier festival mondial des arts nègres, 50 ans après, qu'en reste-t-il? Cette question sera au cœur de notre enquête. Et parmi les choses qui restent de cet événement, il y a des archives audiovisuelles d'une qualité exceptionnelle. Elles ont été tournées par les soviétiques. Un Sénégalais se bat pour les rapatrier au pays. Son nom, Bouna Sémou Ndiaye. Il est notre invité. Un pan de notre mémoire collective qu'il fallait ramener ici, et c'est ce que j'ai fait. La rubrique Terroir et Tradition nous amène ce mois-ci au cœur du pays bélique. Nous irons à la rencontre de Khady Diouf Ndeye Wassanar. La diva sérère vit loin des projecteurs depuis sa retraite de l'ensemble lyrique traditionnel de Sorano. Elle a accepté de raconter ses souvenirs à Sénéculture. Avril, c'est le mois de la fête nationale du Sénégal, un événement dont le maître d'œuvre est l'armée. Nous irons ainsi visiter le musée des forces armées. Nous parlerons aussi littérature avec la sortie du premier roman de Bassirou Souleymane Ndiaye, Les porteurs de témoins. Musique avec le nouvel album international de Baba Mal. Nous vous ferons également vivre les échos du cinquantenaire de la commune de Joal. Mais nous démarrons par le design. Graphique, c'est le nom de l'expo présentée par le designer sénégalais Ousmane Beye à la galerie Le Manège. Ce frigoriste de formation entame un nouveau tournant de sa carrière, tant par le choix des coloris que par celui des matériaux utilisés. Ousmane Beye, designer, je vous présente l'expo graphique. L'expo s'appelle Graphique Platform Présent. C'est tout un changement de chemin et d'expérimentation sur mon travail, déjà dans la palette des couleurs, sur les lignes, les formes graphiques et de construire l'objet tout en laissant construire, tout en laissant dans les chartes. Là, la couleur est traitée comme la matière. Au début, j'utilisais des fûts de pétrole, donc je travaillais dans la recul. Dans cette collection, il y a zéro recul. Tout est traité comme la matière. Donc le mot graphique, la couleur, tout ce qui est coloris, tout ce qui est ligne, tout ce qui est forme de mobilier est tracé graphiquement. Là, j'ai voulu m'aventurer dans une autre discipline qui est loin de ma zone de confort, que je maîtrise à 100%, c'est aller sur le langage des couleurs, aller sur la thématique, pour aller dans un mobilier qui est beaucoup plus contemporain, qui peut rentrer dans plein d'intérieur et qui n'a plus d'étiquette Afrique ou recul, qu'on reste juste sur l'objet en tant que tel. Je suis beaucoup influencé par Gorée, par l'île de Gorée. Et là, pour l'île de Gorée, j'ai travaillé sur le couleur pastel en travaillant les couleurs Pantone, que j'ai réutilisé, j'ai remélangé. C'était important de rentrer dans cette gamme de couleurs qui rentre dans le côté encore contemporain dans le monde d'aujourd'hui, que le design doit s'adapter à son environnement, aux tendances, à ce qui suit. Et là, ça me permet d'aller à une autre échelle qui est beaucoup plus fraîche, où je ne suis pas limité par les formes, je ne suis pas dicté sur aucune forme de recul. Je suis dicté selon moi ce que j'ai envie. Mes limites, c'est moi qui les fixe. Le design peut s'accommoder à l'utilité et l'agréable. L'un n'aille pas sans l'autre. Dans nos pays où l'Afrique, encore tout est un jeu de mots, mais on consomme des designs de tous les jours, de notre quotidien. Il faut qu'on renseigne nos propres valeurs, qu'on mette une réflexion sur l'objet. On est dicté par notre habillement, on est dicté par la mondialisation. On ne peut pas développer comme ça. Regardez comment je suis habillé. De la tête aux pieds, tout est fabriqué ailleurs. Il n'y a rien qui vient du Sénégal. Donc ça, notre argent, il va où? On investit sur quoi? Là, il est temps qu'on ouvre des écoles, qu'on forme les jeunes, en sachant que d'ici 2017, il y a 45% de la population à moins de 20 ans. Moi, je pense que c'est le facteur majeur qu'on a besoin, qui peut redémarrer l'industrie, qui peut refaire fonctionner les usines et qui donner de l'emploi, c'est le design.
C'était là quelques notes de Guillimen, Notre amour en poulard, le premier extrait du nouvel album international de Baaba Maal intitulé The Traveler, le voyageur. Entre sonorités traditionnelles et rythme électro, le roi du Yela nous invite à poursuivre un voyage entamé il y a déjà 7 ans dans son précédent album Television. Sabu Allah mawni, sabu Allah yoni, sabu Allah ya filam. Pro wadami pandam, pro wadami la, pro wadami tiki minyamata, miyarada. À coup sûr, Traveler est une continuité de Television, parce que dans Television, j'ai voulu mettre deux mondes ensemble. La musique traditionnelle africaine et il y avait la technologie. Et j'ai poussé cette collaboration dans The Traveler parce que pour moi, je voulais démontrer à la face du monde que nous vivons dans une époque moderne et l'Afrique ne doit pas rester en l'air. Pour que l'Afrique puisse avancer, il faut que l'Afrique puisse avoir accès aux nouvelles technologies parce que nous faisons partie de ce monde et c'est des acquis du monde. Et cette technologie nous mène vraiment vers la musique électronique. Le voyage représente quelque chose de très très symbolique et pour moi, toute la vie se résume en un voyage. Et dans cet album, il y a beaucoup de voyages que j'ai décrits. Il y a le voyage sur le plan musical, donc il y a beaucoup de courants musicaux qui se rencontrent parce qu'il y a des voyages, des courants qui ont quitté l'Afrique, qui ont conquis le monde, qui ont rencontré d'autres courants musicaux, et des musiciens qui ont quitté leur terroir, donc en l'occurrence l'Angleterre et d'autres parties du monde, qui sont venus au Fouta Toro. Ils ont été impressionnés par tout ce qu'ils ont vu durant leur voyage. Et au sortir par exemple du Blues du Fleuve, qui était l'occasion pour laquelle ils étaient là, on a décidé de parler de voyage, mais sur le plan musical. Donc c'est comme ça que sont nés les premiers titres de cet album. Et puis on a laissé couler l'inspiration vers un voyage qui a donné l'album de Traveler. Arrivé à un certain niveau de notoriété, après avoir sorti des albums qui ont quand même attiré l'attention des mélomanes d'abord, de l'industrie de la musique et surtout des gens qui notifient la carrière d'un artiste, il faut de plus en plus prendre du temps pour écrire de nouvelles chansons. Et parce que les gens vous attendent sur les nouvelles compositions, sur ce qui vous interpelle quand vous parlez des messages qui sortent par exemple de ces chansons que vous écrivez et aussi de voir qu'est-ce que vous allez amener de nouveau sur la scène internationale et dans l'industrie même de la musique. C'est pourquoi donc j'ai pris mon temps sur le musicien du voyage et j'aime bien voyager. Je suis un nomade, mais un nomade qui voyage mais qui revient toujours à la source. Direction Joal, la commune du poète président à 50 ans en 2016. L'événement a été célébré avec faste en présence d'invités de marque. Le stade François Bob a accueilli la partie officielle de la célébration du cinquantenaire de Joal Fadiouth. Les populations sont sorties massivement pour montrer leur adhésion à cette initiative. À Joal et Fadiouth, il y a une diversité qui fait la fierté des habitants. Joal Fadiouth
a connu le métissage dès les premières heures de son existence. C'est un métissage biologique, c'est aussi un métissage culturel, c'est aussi un métissage socio-économique. C'est la raison pour laquelle nous comptons ici, dans la commune de Joal-Fadiouth, non seulement toutes les ethnies qui viennent du Sénégal, mais également nos amis de la sous-région. La commune de Joal-Fadiouth s'est voulue reconnaissante envers les pionniers. Des personnalités comme Léopold Sédar Senghor, Jean Collin ou bien Paul Ndong, entre autres autorités, ont fait un travail important dans la localité. Nous avons eu un après-midi culturel ici à Joal-Fadiouth, entrant dans le cadre des 50 ans de la commune. Et quand vous voyez l'habillement des artistes, quand vous voyez aussi les danses, les pas de danse qui sont produits, tout cela fait que nous ne pouvons que remercier le maire de nous avoir remis dans le royaume d'enfance de Léopold Sédar Senghor. Joal mérite quand même un plan spécial parce que c'est une zone qui peut valoir un développement économique et social harmonieux. Ali Kaza a tenu à rendre hommage au maire Boucar Diouf. C'est avec lui que ce club a accueilli son premier trophée de football. Nous poursuivons notre visite au Village des Arts. Nous sommes présentement à l'atelier céramique, un atelier qui est vide aujourd'hui et pour cause. Le maître des lieux, Alpha Sow, vient de nous être arraché brutalement. Sénéculture par ma voix présente ses condoléances à sa famille éplorée et à toute la grande famille de la culture sénégalaise. Avril 1966, avril 2016, il y a exactement 50 ans, le Sénégal accueillait le premier festival mondial des arts nègres. À l'initiative de la CACSEN, la communauté africaine de culture section Sénégal, une série de manifestations aura lieu jusqu'au mois de novembre pour marquer cet anniversaire. Mais un demi-siècle après, que reste-t-il réellement de la grand-messe des cultures d'Afrique et de sa diaspora? C'est le sujet de notre enquête. Sur la table du directeur de l'Institut fondamental d'Afrique noire, des numéros de Dakar Matin jaunis par le temps relatant les activités du premier festival mondial des arts nègres. Pour Amadi Bokoum, cet événement a été un tournant majeur dans l'affirmation des cultures d'Afrique et de sa diaspora. C'était vraiment un accomplissement. Enfin, sur le continent africain, on assumait la plénitude de notre culture. En ce sens-là, d'ailleurs, personnellement, j'ai la naïveté de penser qu'on ne devait même pas l'appeler premier festival, on devait seulement l'appeler le festival, parce que c'était la grande consécration. Grande consécration dont le maître d'œuvre est le président poète Léopold Sédar Senghor sur initiative de la revue Présence africaine et de la Société africaine de culture. Le Sénégal fêtait alors ses 6 ans d'indépendance. Le Négus Haïlé Sélassié, André Malraux, Duke Ellington, Aimé Césaire ou encore Langston Hughes répondent présents. Tout comme ces 15 000 autres intellectuels, hommes et femmes de culture que reçoit le Sénégal du 1er au 24 avril 1966. L'objectif du Festival mondial des arts nègres, le premier, c'était de faire entendre la voix de l'Afrique dans un domaine où on lui contestait une certaine part d'histoire. De montrer justement que la créativité n'est l'apanage d'aucune culture et que de ce point de vue, l'Afrique peut exhiber des états de service tout à fait remarquables. Le festival a été fondateur, d'autant plus que ce n'était pas tout simplement la rencontre des grands esprits noirs, mais c'était la rencontre des grands esprits de ce monde-là. 50 ans après, que reste-t-il de ce bouillonnement intellectuel et culturel?
Il reste pas mal de souvenirs, des actes de colloques, des infrastructures et encore des hommes qui sont témoins. S'il reste quelque chose de ce festival-là, je crois que ça doit être quelque chose d'inconscient, mais que les gens délibérément discutent ou parlent de choses et reconnaissent que ça, c'est en rapport avec le festival. Je crois que très peu de gens le font, parce qu'après le festival, il n'y a pas eu véritablement d'effort pour qu'il y ait un suivi. Et pourtant, le premier festival mondial des arts nègres a été un élément fondateur du rayonnement culturel sénégalais. Tout ce qui s'est passé par la suite en matière de développement culturel au Sénégal, c'est au fond lié à ça. Que le Sénégal soit si expressif et si présent sur le plan culturel, je crois que c'est à mettre en rapport avec ces moments-là, mais en rapport aussi avec l'image de Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal est resté, suite à ce festival, la référence, le lieu de cristallisation de toutes les aspirations, de toutes les mémoires du monde noir pendant très longtemps. On a connu cette très forte diaspora caribéenne, antillaise, etc., qui sont venus et qui sont restés, qui ne sont jamais repartis. Au niveau du Sénégal, par exemple, ça a permis ensuite de développer une école de Dakar, la biennale de l'art plastique africain qu'on appelle Dakar. Sans pouvoir dire que c'est une fille directe du festival, on peut dire d'une certaine manière que c'est la continuation de cet esprit de Dakar. En 1977, Lagos avait pris le relais. En 2010, l'événement a retrouvé sa terre d'origine. Mais pour de nombreux spécialistes, ces deux rencontres n'ont pas égalé la première édition. Et 50 ans après, le Sénégal bénéficie encore et toujours de ses retombées, avec notamment l'ouverture prochaine du Musée des civilisations noires. Sa création est une des décisions majeures du premier festival mondial des arts nègres de 1966. Nous sommes présentement à la galerie Léopold Sédar Senghor du Village des Arts et nous restons sur la célébration des 50 ans du premier Festival mondial des arts nègres avec notre invité Bounassé Moundiaye. Grâce à l'engagement de ce militant des cultures africaines, les Sénégalais ont pu découvrir African Rhythms, un film de 52 minutes sur l'événement réalisé par les Russes. À l'époque, on disait les Soviétiques. Bonjour et bienvenue, merci de nous accorder cette entrevue. Merci, Madame Dor. Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de ce film? Quand j'étais à Duke University aux États-Unis, j'étais présentateur et aussi programme coordinator. Et c'est là où un Américain du nom de William Greaves est passé et il a montré son film. Et j'ai discuté avec lui, il m'a parlé de certaines conditions, le contexte historique, qui m'a fait comprendre qu'il y a une possibilité que des Russes aient une couverture beaucoup plus complète que la sienne. C'est comme ça que ça a commencé. Pourquoi c'était important pour vous de rapatrier ces images? Puisque d'abord ça nous appartient. C'est le patriote qui parle ici, ça nous appartient, il faut faire ce qu'il faut. J'ai alerté les autorités pour qu'ils fassent quelque chose, qu'elles fassent quelque chose. Il fallait que moi je m'engage. Puisque j'ai dépassé la période où je pointe du doigt pour dire que l'autre est responsable, l'autre n'a pas fait celui-là. Moi je fais. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis parvenu à le faire ramener ici chez nous. Pourquoi ces films en particulier? Car il me semble que d'autres films ont été réalisés durant ce premier Festival mondial des arts nègres. Je veux parler notamment du film que vous citiez tout à l'heure, celui de l'Américain William Greaves. Et en dehors de cela, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France, a également produit un film. Alors pourquoi celui des Russes et qu'est-ce qui vous a tant fasciné dans ce travail? Non, je ne savais pas, je ne l'avais pas vu. Je savais qu'il existait et je savais que c'est notre propriété à nous. C'est un pan de notre mémoire collective qu'il fallait ramener ici et c'est ce que j'ai fait. Était-ce facile d'obtenir ces images? Non, c'était difficile. D'abord, c'était difficile de montrer, de faire comprendre aux autorités sénégalaises que ça valait la peine. Et d'abord, avoir des contacts en Russie et avoir aussi un go-between qui va entre les archives et moi. Ça, c'était un travail extrêmement difficile à faire, mais bon, il fallait le faire et j'en ai bavé.
heureusement que j'ai réussi à le faire. Vous avez réussi à tenir 52 minutes à travers ce film, mais il reste encore beaucoup d'heures de rush en Russie. Est-ce que vous avez espoir de pouvoir les rapatrier aussi? Je le souhaite. En tout cas, la balle est dans le camp du gouvernement sénégalais. J'ai alerté le ministère de la Culture par le biais du ministère de la division de la cinématographie, la direction, qui a écrit au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade russe. Je lance un appel non seulement au président de la République, mais à vous, aux autres, de faire quelque chose. Il y a des éléments qui sont là, éparpillés dans le monde. Il faut les amener. Avant, on pouvait dire que, écoutez, si on vous donne ça, par exemple, l'INA te dit, on te donne ça, tu n'as pas où les mettre. Il faut un environnement température-contrôle, etc. Mais maintenant, cet élément est dépassé. On peut garder 80 000 CD dans cette salle-là. Voilà. Bouna Ndiaye, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Merci, Madame Dor. Et suivez-moi, je vous emmène au sud-est du pays, pas très loin de la frontière avec la Guinée, à la rencontre d'une des ethnies minoritaires du pays, les Bédiques. Le guide du jour s'appelle Ndeye Aïda Dia. Aller à la rencontre des Bédiques, rien de plus difficile. Leur village ancestral Iwoul surplombe la plaine de Bandafassi. 1 heure de marche, escalader les montagnes à 450 mètres d'altitude. Pour un visiteur, c'est à perdre le souffle. Et pourtant, cette épreuve fait partie du quotidien des populations, les femmes bédiques notamment, qui parcourent à pied chaque jour 25 km pour écouler leurs canaris à Kédougou, la poterie étant leur principale activité. Au sommet des montagnes, la douceur du climat contraste avec les difficultés d'accès au site, fief des Keïta et des Camara. Ces derniers se sont réfugiés ici pour se protéger des attaques du chef guerrier musulman Alpha Yaya. C'était au XIIe siècle. Nos origines remontent très loin. Nos grands-parents sont venus ici pour fuir les assauts répétés du chef guerrier Alpha Yaya. Les Camara et les Keïta se sont à l'époque donné rendez-vous au pied de cette montagne où ils ont formé le village ancestral des Bédiques. Le chef de village est toujours un Keïta. Son pouvoir s'équilibre avec celui des Camara, chef coutumier des Bédiques. En l'absence de ce dernier, son fils aîné dirige la communauté malgré son jeune âge. Le chef coutumier détermine la date pour organiser les cérémonies rituelles comme la fête des circoncis prévue la semaine prochaine. Signe annonciateur de la fête, cette farine de mil séchée au sommet des cases. Ces masques sont ramenés de la forêt par les circoncis. Ils symbolisent la présence des esprits qui veillent sur le village. Les masques sortent à l'occasion des grandes cérémonies, renforçant l'identité ethnique du groupe bédique. Les femmes, elles, on les reconnaît par ces signes extérieurs de beauté. Se piquer le nez avec une épine de porc et piquer est une coutume chez nous. Dès notre jeune âge, on nous fait subir ce rituel. Ça fait mal, mais on supporte. Et c'est joli pour nous. Chez ces femmes, on peut retrouver les mêmes prénoms. Au nombre de 7, ils indiquent l'ordre de naissance. L'aînée de la famille s'appelle Nyano, la deuxième Kouma, la troisième Penna, et ainsi de suite. C'est pourquoi les Bédiques ont les mêmes prénoms. À chaque âge correspond une classe sociale chez les Bédiques. Le changement de classe est accompagné d'une fête. Et c'est ici, sous ce baobab et ce fromager, que se trouve l'ensemble des repères symboliques autour desquels s'organisent ces rituels. Mais les Bédiques, à la recherche d'eau et de terres plus fertiles, abandonnent progressivement leur terroir au risque de délaisser ce riche patrimoine culturel. Makwala, Juana Sarnari, Neina Yakuten, Abatu
Cette voix a fait vibrer les mélomanes pendant plus de 3 décennies. Elle appartient à Khady Sibel Diouf ou Khady Diouf Ndeye Wassanam, si vous préférez. L'ex-pensionnaire de l'ensemble lyrique traditionnel du Théâtre National, Daniel Sorano, vit loin de la scène depuis sa retraite. Une équipe de Sénéculture l'a rencontrée. Elle revient sur sa carrière et surtout sur ce qu'elle fait depuis sa retraite. Ces dernières années, j'étais presque aveugle. Je souffrais de cataracte, c'est pour cela que je me faisais rare. Depuis que je suis à la retraite, je suis chez moi et je vis de la vente de ces articles en crochet que je fabrique moi-même. Je confectionne des bonnets, des châles, des écharpes pour femmes et hommes. Comme celui que je porte, c'est moi qui l'ai fabriqué. À chacun son destin. Nous, les anciennes cantatrices, sommes pareilles aux anciennes gloires de la lutte sénégalaise. On a eu du succès et de la renommée, mais nous ne sommes pas riches. Lorsque j'ai commencé à chanter, je n'avais même pas 10 ans. Mais c'est la chanson Ndeye Wassanam qui m'a révélée au grand public. Nous étions 3 amis, Joanna, Ndeye Sarr et moi. C'est elle, Joanna, et voici Ndeye Sarr. Cette dernière est morte jeune en laissant un orphelin de 4 mois. C'est ce décès brutal qui a laissé un vide dans notre trio, qui m'a inspiré cette chanson. léegi nag bi ma commencé woy boobu sa nekk nguma Sorano maa ngi doon liggéeyal doomu Blaise Diagne Raoul. En ce moment-là, je travaillais comme domestique pour Raoul Diagne. Il était footballeur. C'est le fils de Blaise Diagne. Et Sorano avait besoin d'une chanteuse sérère. Ils ont failli recruter Ndeye Senghor de Kaolack qui reprenait mes chansons. Mais Mapenda Sarr s'y est opposé. léegi Mapenda Sarr nee na. Il leur a dit, pourquoi prendre une copie alors que l'auteur des chansons est vivante? C'est ainsi qu'il m'a fait passer une audition devant Barou Ndiaye, qui était à l'époque directeur de l'ensemble lyrique traditionnel. Dès que j'ai commencé à chanter, il m'a dit de revenir le lendemain pour prendre service. Je lui ai dit d'accord, mais dès qu'on est sorti, j'ai dit à Mapenda Sarr, tu leur as donné la preuve que tu me connaissais comme ils en doutaient. Maintenant que nos routes se séparent, je ne te connais plus. Je t'ai bien dit que je n'avais pas envie de faire ce métier. J'avais l'habitude de chanter en faisant les tâches ménagères. Un jour, j'entends sonner à la porte, je vais ouvrir et quand j'ai vu Mapenda Sarr, j'étais tellement surprise que l'assiette que je tenais m'a échappé et s'est brisée. Au moment où je commençais à l'engueuler, mon patron Raoul Diagne est sorti de la salle de bain. Mapenda l'a interpellé et lui a expliqué l'ambition qu'il avait pour moi. J'avais juste une envie, le tuer, car il me forçait à faire quelque chose dont je n'avais pas envie. Je ne voulais pas devenir chanteuse. C'est donc mon patron Raoul Diagne qui m'a convaincue en me disant « Khady, quand tu chantes dans la cuisine à l'heure de la sieste, tu penses que madame et moi dormons. Non, nous t'écoutons avec attention et ta voix nous donne des frissons. » Même si on ne comprend pas ce que tu dis. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Sorano.
Et moi, je ne voulais pas y aller. Je suis devenue finalement la plus zélée de toutes. J'y ai passé 31 ans. On a fait le tour du monde. Nous sommes allés en France, en Iran, en Union soviétique, à Las Palmas. Nous avons fait le tour du Maroc. C'est dommage, mais je ne me souviens plus du tout de tous les pays où on s'est produit. Nous étions 3 chanteurs sérères. Sombel Faye, Doudou Sarr et moi-même. Mais pour les grands événements, c'est à moi que revenait l'honneur de chanter. D'ailleurs, quand Bourguiba est venu pour la première fois en visite officielle au Sénégal, c'est Senghor qui lui traduisait mes paroles. Beaucoup de gens pensent qu'il ne parlait pas sérère, mais c'est archi faux. Je l'ai accompagné une fois en tournée à Gandoul et à toutes les étapes. Il parlait sérère. Malgré cela, je n'avais pas les mêmes rapports que Yandé Kodou avait avec lui, car cette dernière est sa griotte et moi, je suis d'une ligne noble. J'ai été décorée par tous les présidents de la République, mais c'était d'autres qui me remettaient les distinctions. Par contre, Macky Sall, lui, m'a décorée de ses propres mains au palais. Et je l'en remercie. Je lui serai éternellement reconnaissante. Je n'ai jamais sorti d'album. Mais quelle fut ma surprise lorsque j'ai découvert que toutes mes chansons étaient sur ce truc qu'on appelle fast food, je crois. Sur Internet, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Toutes mes chansons sont dessus. Je ne sais pas qui est l'auteur de ça, mais il m'a vraiment fait du tort. Mais à mon âge, je ne sais même plus si j'aurai le temps et l'énergie nécessaires pour sortir un album. Ça demande trop de travail. Notre révélation du mois s'appelle Bassirou Souleymane Ndiaye. Cet ingénieur hydraulicien vient de publier son premier roman. Son titre, Les porteurs de témoins. Et c'est Aram Daou qui nous le fait découvrir. À la question « Comment un ingénieur hydraulicien environnementaliste est-il devenu romancier ?», Bassirou Souleymane Ndiaye préfère répondre par une autre question. Je dirais plutôt, comment peut-on écrire sans être ingénieur hydraulicien environnementaliste? Et la réponse se trouve peut-être dans son premier ouvrage, Les porteurs de témoins, où l'esprit cartésien de l'ingénieur a su se conjuguer aux exigences du roman pour nous entraîner au cœur du système de perpétuation des mythes et traditions en pays sérère. Je ne pense pas pouvoir écrire en parlant de culture française ou allemande. Je ne pouvais parler que de la culture sérère. Le héros du roman, l'Alphabita, lui non plus ne peut se départir de ce substrat culturel entre conflits fratricides sur fond d'histoire d'amour, contrariés et exigences de respect des traditions. Le roman, Les porteurs de témoins, regorge d'enseignements sociologiques pour le préfacier Abdounoukhour Kachindaou. Lorsqu'on relit de façon fine le roman, on observe bien toute la description très complexe des divinités, des dieux, des systèmes de croyances, de tout ce qui concerne les cousinages à plaisanterie. Et c'est tout cet ensemble qui m'a intéressé moi-même en tant que socio-anthropologue. Il aura fallu beaucoup de temps et une grande capacité de persuasion face à Bassirou Souleymane Ndiaye pour que ce roman soit publié. Le manuscrit dormait depuis plus de 10 ans dans un tiroir. Pour cause, je me satisfais de mon léger public avec lequel je partage mes romans, mes idées, ma poésie, et puis ça s'arrête là. Bassirou Souleymane Ndiaye, ingénieur hydraulicien, travaille à l'Agence régionale de développement de Fatick. Il ne pense pour l'instant pas renouveler l'expérience. Je ne souhaite pas qu'il y ait une suite parce que je n'ai jamais souhaité qu'il y ait d'abord un avant qu'il y ait une suite. Pour ses proches et l'éditeur, ce serait un grand gâchis au vu de la qualité de ses écrits.
Ce 4 avril 2016, le Sénégal a fêté ses 56 ans d'indépendance. La fête nationale, vous le savez, est aussi appelée la fête de l'armée. Sénéculture s'associe donc à l'événement et rend hommage à ces femmes et hommes qui défendent l'intégrité du territoire national au péril de leur vie. Pour ce premier numéro, la rubrique Patrimoine vous emmène ainsi visiter le musée des Forces armées et c'est avec Koumba Diarra Temar. Situé en plein cœur de Dakar, sur le boulevard de la République, le musée des Forces armées était, jusqu'en 1997, rattaché à la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Par la suite, il a été érigé en direction des archives et du patrimoine historique des armées en 2006. La direction s'articule autour de 3 divisions. La division du musée, la division symbolique nationale et enfin la division des archives. Sa mission, c'est collecter, conserver le patrimoine historique national et international intéressant les forces armées. Le musée des Forces armées offre une large palette d'expositions permanentes, des expositions qui retracent l'épopée des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Là, par exemple, on a une reconstitution d'une tranchée en octobre 1916. Comme vous le voyez ici, il y a des caisses de munitions, c'est la logistique. Ici, c'est le poste de garde, donc au moins il faut se faire identifier. Ça, ce sont des obus et des roquettes qu'on retrouve ici. C'est des grenades que nous avons. Je vous rappelle que tous ces objets que vous voyez, ce sont des objets qui ont été ramassés sur le théâtre d'opération pendant la Première Guerre mondiale. Au tableau des expositions temporaires, l'invasion du Koweït et la riposte de la coalition internationale, il s'agit de l'opération Tempête du désert. C'est l'ensemble des photos des Sénégalais qui ont péri lors d'un crash d'avion à leur retour du pèlerinage à la Mecque en 1991. Ils étaient au nombre de 93. Et l'ambassade du Koweït, le Koweït ne cesse en tout cas de leur rendre hommage. Et nous aussi, nous ne cessons de leur rendre hommage. Madame Tirailleur, la salle symbolique nationale, la salle campagne du Sénégal, le couloir Gloire aux anciens, ou encore la bibliothèque avec plus de 4000 ouvrages sur l'épopée des anciens, le musée des Forces armées dispose d'expositions qui ne courent pas les rues, mais elles sont disponibles en miniature dans ce musée au bus qui parcourt le pays. Le bus du musée des Forces armées a été conçu en 2008. On a constaté que ces populations, donc les Sénégalais, n'ont pas l'habitude de venir visiter les musées, ou bien n'ont pas le temps, ou bien ils n'ont pas une culture muséale, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que le muséobus fut créé, n'est-ce pas, pour aller maintenant vers les populations, pour partager la mémoire combattante de nos forces armées. C'est important pour le grand public, surtout pour les écoliers et les étudiants. Il faut une éducation à la citoyenneté et le musée des Forces armées participe à cette éducation à la citoyenneté. Nous sommes ici devant les anciens véhicules de commandement des présidents de la République du Sénégal. La limousine que nous avons devant nous est la 3e du genre. Il y en a eu 2 qui ont après été échangés en 1981 avec Mercedes pour procurer ce véhicule au président Senghor. Celui-là, qui est le 3e véhicule dans l'ordre qui a été utilisé par le président Abdoulaye Wade jusqu'à sa dernière campagne de 2012, mais réalisé avec le président Abdou Diouf. Ça fait partie de nos attractions. La direction des archives et du patrimoine historique des armées souffre aujourd'hui de l'étroitesse de ses locaux
D'ailleurs, sa délocalisation est envisagée afin de montrer la longue et riche histoire des armées sénégalaises. La Fraternelle, c'est le titre du livre-album de 150 pages qui relate l'histoire de l'une des plus vieilles associations culturelles casamançaises, La Fraternelle. C'est une œuvre collective qui regroupe 27 contributions. La Fraternelle a été créée en 1939 à Ziguinchor. La cérémonie de dédicace de l'ouvrage a eu lieu à la Maison de la Culture d'Outasek. Doutasek qui fut lui-même membre de la Fraternelle, tout comme les frères Touré Kunda ou encore le professeur Hassan Seck, qui était un membre fondateur. Le livre a été préfacé par Makili Gassama, ancien ministre de la Culture. Le monde de la photo africaine est en deuil. Le photographe sénégalais Oumar Ly est décédé dans sa ville natale de Podor le 29 février à l'âge de 73 ans. Il avait photographié la vie du nord du Sénégal depuis le début des années 60. Véritable star dans sa ville, il n'a été révélé au grand public qu'en 2009 grâce à l'anthropologue français Jean-Claude Toré qui a organisé sa première expo photographique à la galerie Le Manège à Dakar. Commencent alors les tournées à l'étranger. Malgré la concurrence du numérique, Oumar Ly est resté fidèle à l'argentique et continuait à tirer le portrait de ses clients dans le Tchofi Studio. Au cours de sa carrière, Oumar Ly a accumulé un fonds d'une richesse anthropologique exceptionnelle de plus de 5000 clichés. 6 semaines plus tard, c'est un autre monstre sacré de la photographie africaine qui disparaissait à son tour. Le Malien Malik Sidibé est décédé le 14 avril à Bamako. Il avait 80 ans. Surnommé l'œil de Bamako, il est considéré comme un des pionniers de la photographie africaine. Malik Sidibé a été rendu célèbre par ses portraits. Beaucoup d'entre eux ont été réalisés dans son studio Malik, ouvert en 1962 dans le quartier de Bagadadji. Sa riche carrière a été récompensée par de nombreux prix prestigieux. Premier Africain à recevoir le prix international de la Fondation Hasselblad et de l'ICP, Centre international de la photographie New York. Il a reçu un Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à l'occasion de la 52e Biennale d'art contemporain de Venise en 2007. Avril a été riche en événements culturels, eh bien préparez-vous car mai le sera encore plus, nous dit Fatou Sakho qui tient ce mois-ci l'agenda de Sénéculture. La deuxième édition du Dakar, la Biennale de l'art africain contemporain, aura lieu du 3 au 2 juin 2016. Elle a pour titre « La cité dans le jour bleu ». Le Camerounais Simon Djami, écrivain et commissaire d'exposition indépendant, a été choisi comme directeur artistique de la manifestation. 65 artistes venant d'une vingtaine de pays ont été sélectionnés pour l'exposition internationale. Parmi eux, 4 Sénégalais. Le Dakar, c'est également des centaines de manifestations off dans la capitale sénégalaise, mais aussi en région. Les pays invités d'honneur cette année sont le Qatar et le Nigeria. Du 11 au 16 juin, direction Saint-Louis pour la 24e édition du Festival de Jazz. La ville tricentenaire va vibrer avec des concerts, animations musicales et bœufs à la place Faidherbe et dans de nombreux lieux. Parmi les artistes de la programmation cette année, Tomer Bar Trio d'Israël, Cherlo du Sénégal et Marcus Muller des États-Unis. C'est la fin de ce premier numéro de Sénéculture. Merci de l'avoir suivi. Merci au Village des Arts et à son directeur Idrissa Diallo pour son accueil chaleureux. On se quitte sur des images du premier Festival mondial des arts nègres qui, je le rappelle, se tenait au Sénégal il y a exactement 50 ans. Et c'est sur la voix exceptionnelle de Feu Madakam, accompagné au saxo par Feu Biragay, que je vous dis au revoir. On se retrouve dans un mois pour un autre numéro de Sénéculture.
Festival Mondial Reuminoina. Ndeysaan moom sunuy baax ñu ngi baaxe su góor yi bokkee baax nu baleen baax Sénégal a woote Festival Mondial Reuminoina. Chef d'orchestre bi gay masirek ñaaye bila gay yow mi bal ma lim nu national yàlla na ngay maam Festival Mondial Reuminoina. Festival Mondial Reuminoina.